France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet. Voilà une marque qui a fait son succès il y a 2 siècles en démocratisant l'argenterie et les couverts avant de trouver sa place sur les tables des paquebots et des palaces, de se réinventer après la Grande Guerre en fabriquant des masques de reconstruction faciale pour les gueules cassées, pour aujourd'hui exporter une grande partie de sa production de la Normandie vers Dubaï, New York ou encore Shanghai. Cette marque, c'est Christofle et sa présidente Émilie Vierge-Medj est notre invitée. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et bienvenue dans ce 13-14. C'est un bref survol de la longue histoire de cette maison de luxe que vous dirigez depuis 4 ans. Vous qui avez 40 ans, vous avez auparavant travaillé pour les marques Prada ou encore Chanel. Et c'est vrai que l'histoire de cette marque résume à la fois les difficultés et les réussites françaises du moment. C'est aussi pour ça que l'on vous a invité aujourd'hui. On va notamment parler recrutement et formation ensemble et avec les auditeurs d'Inter qui nous appellent 01 45 24 7000 pour poser leurs questions. Vous passez également via l'application France Inter. Votre actualité du moment, Émilie Vierge-Medj, c'est cette exposition Christofle, une histoire brillante qui ouvre ses portes demain au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On va en parler. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est que l'argenterie pour tous ceux qui l'ignorent? Merci beaucoup pour la question. Alors, la différence entre l'argenterie et finalement l'argent massif, ça a été la première marque à démocratiser le luxe. Il y a bientôt 200 ans, Charles Christophe, son fondateur en 1830, a acheté un brevet qui, en fait, argentait des métaux. Argenté du maillechort, qui est en fait un alliage de métal. C'est la démocratisation du luxe. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tout le monde avait de l'argent massif, c'était très lourd, c'était très cher. 100% en argent. 100% en argent. Et donc, argenté, c'est finalement comme du plaqué or, quand on parle par exemple de bijoux ou de plaqué argent. Et donc, l'argenterie, c'est ni plus ni moins que du plaqué argent sur du métal. Donc des couverts, des couverts, des théières, des plats. cafetières, des plats, des plateaux, évidemment, exactement. C'est moins cher que si c'était 100% en argent, mais il faut quand même débourser une certaine somme. J'ai noté pour un ensemble 6 personnes, 24 pièces, 540 €. Exactement. En fait, il y a en effet un coût, puisqu'il y a toujours le coût de la matière première, de l'argent, c'est vrai, mais c'est aussi une maison de luxe avec un patrimoine et un savoir-faire fabriqué en France, en Normandie, et donc c'est aussi le savoir-faire français qui a cette valeur. Quasiment 200 ans d'histoire, créée à Paris en 1830, des références à n'en plus finir. Et Christofle est sur les plus grandes tables du monde, ça c'est l'une de vos fiertés. C'est vrai, c'est une fierté immense, en particulier de représenter l'art de vivre français, l'art de vivre et le luxe français sur toutes les tables du monde depuis bientôt 200 ans. Cette histoire, il faut la poursuivre. Quand vous prenez la direction de la marque en 2020, ça marche moins bien. Pour quelle raison ? Je pense qu'il y a eu un désamour des arts de la table, en fait, sur ces 20-30 dernières années, c'est vrai, avec l'essor de la décoration un peu plus jetable. Mais nous revenons à des savoir-faire français, nous revenons à aussi des marques qui sont circulaires par essence. Et cette maison... Ça veut dire quoi, circulaire ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je cite souvent Jean-Louis Dumas de la maison Hermès, qui disait souvent, une vraie maison de luxe, c'est une maison qui se répare. Ce sont des produits qui se réparent. Je pense aussi qu'une vraie maison de luxe, c'est aussi une maison qui a des produits qui se transmet de génération en génération. La maison Christofle, par essence, intrinsèquement, se transmet de génération en génération. Timbale, ménagère pour un mariage, timbale pour une naissance. Elle fait partie de l'histoire de France aussi parce qu'elle accompagne toutes les familles françaises dans cette transmission, donc circulaire, parce qu'un produit qui dure pour toujours. Les Français s'étaient éloignés des arts de la table. Vous diriez que le Covid les en a rapprochés ? Oui, je pense. Le fait que nos familles françaises restent à nouveau chez elles. On a vu l'essor de la décoration d'intérieur. On a vu aussi l'essor du bricolage. On a aussi ressorti les ménagères de nos grands-mères, de leurs placards, et on les a trouvées tout aussi sublimes qu'elles étaient parfois il y a 100 ans. Et cette patine du vintage donne tout son sens aujourd'hui quand on veut parler de circularité, justement, et de produits qui durent. 80% de votre chiffre d'affaires à l'international. Est-ce que les menaces sur le libre commerce international, les barrières douanières, qu'elles viennent de Chine ou des États-Unis de Donald Trump à partir de janvier, est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous ? Bien sûr, comme pour toutes les maisons de luxe, c'est évidemment un sujet. Maintenant, je pense et je continue à penser que le luxe français a un très bel avenir puisqu'il est le plus beau du monde. Je pense qu'il faut se gargariser d'avoir des maisons de savoir-faire, des maisons d'art de la table, des maisons de la main, des maisons françaises qui sont inégalables dans le monde. Et je pense que malgré toutes ces barrières économiques et politiques, nous resterons, je l'espère, les ambassadeurs du bon goût et du luxe. Ça reste, quelque chose qui attire
dans le monde, cet art de vivre à la française. Oui, tout à fait. Si je puis dire, c'est vraiment l'argument de vente qu'on soit à Shanghai ou à Dubaï. Merci pour la question. Oui, je pense très sincèrement qu'on doit être très fiers de nos métiers de la main, nos métiers français. Oui, c'est encore un argument. Mais que ça intéresse et que ça attire. C'est tout à fait un argument de vente parce que le goût et le style français, on parle d'art de vivre à la française à l'international. On est reconnu en France pour ce style et ce goût depuis déjà les rois de France. On parle de la culture française. Qui dit culture dit aussi produit. Et bien entendu, c'est un argument de vente à l'international et particulièrement en Asie et au Moyen-Orient. En Asie et au Moyen-Orient, quand on commence à gagner de l'argent avec les affaires, assez rapidement, on essaye d'acheter ce type de produits, vos produits. Oui, vous savez, je pense que Christophe est en haut d'une pyramide du luxe. Il y a d'abord l'accessibilité peut-être à un sac, un portefeuille, parfois une jolie paire de chaussures pour celles qui les aiment. Et en fait, les arts de la table arrivent après parce que c'est le luxe de chez soi. Donc c'est beaucoup plus personnel puisque c'est quand on reçoit ses amis, sa famille et c'est quelque chose de beaucoup plus intime qu'on partage avec les autres. L'une de vos missions, je vous en prie, il y a 4 ans, ça a été de moderniser cette marque quasiment bicentenaire. Quand on arrive dans une institution, comment est-ce qu'on s'y prend ? Il y a des codes, il y a des habitudes, il y a des traditions. Je pense surtout qu'il faut être très humble. J'avais 36 ans quand je suis arrivée chez Christophe. J'ai surtout vu le poids de l'histoire sublime de cette maison. Et le plus important pour moi, c'était de valoriser la manufacture de Yainville, dans le 76, en Normandie, de valoriser le travail des orfèvres, métier qui a aussi besoin de beaucoup de formation, merci d'en avoir parlé tout à l'heure, et de valoriser le travail des artisans dans les usines. Et je pense que c'est ça le plus important d'une maison de luxe, c'est d'être capable de communiquer aussi sur la qualité de ses artisans et sur la qualité de ses savoir-faire. Donc, humblement, c'était ça. Le recrutement, justement, c'est un sujet. Combien de salariés à Yainville ? À Yainville, on est quasiment 220. 220, donc c'est là que sont fabriqués tous les produits dont on a parlé. Exactement. Et vous avez du mal à recruter ? Oui, c'est difficile de recruter parce que c'est difficile aussi de former. Difficile de former parce que les métiers de la main, malheureusement, ne sont pas suffisamment valorisés. Mais on pourrait parler du travail du bois, on pourrait parler du travail du tissu, on pourrait parler tous les savoir-faire de la main, en fait. Les métiers de la main sont malheureusement beaucoup moins valorisés qu'ils l'étaient finalement il y a 2 siècles. Et c'est très dommage parce que c'est aussi le patrimoine français, ces qualités des mains françaises. Donc, ça se passe au niveau des plus jeunes, au niveau de l'éducation, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et comment est-ce que vous allez chercher vos salariés ? Parce que c'est une question de vie et de pérennité pour votre entreprise. Alors nous, on a tenté de beaucoup former en interne parce qu'on a la chance d'avoir des talents extraordinaires et des artistes extraordinaires en interne. Donc on a tenté de former au maximum avec tout simplement du compagnonnage, donc des binômes anciens, nouveaux, apprentis, parfois personnes retraitées qu'on a fait revenir dans la manufacture pour pouvoir former les jeunes. Et aussi, évidemment, un lobbying étatique énorme pour auprès du gouvernement actionner des aides, des formations d'école, des titres de meilleur ouvrier de France, par exemple, pour certains de nos artisans. Ça nous permet de valoriser des chevaliers des arts et des lettres et des meilleurs ouvriers de France sur les techniques d'orfèvrerie française. Ça permet de valoriser les savoir-faire. Quels sont les métiers que vous recherchez ? Alors on forme en fait et on recrute des planeurs, des ciseleurs, des repousseurs de métal. On parle de germinal, c'est vraiment des métiers de métallurgie. Ce sont des métiers qui sont difficiles, qui nécessitent des années de pratique pour pouvoir avoir cette main. Et donc, il faut recruter des jeunes. Donc, on cherche des jeunes qui ont envie de travailler leurs mains dans la manufacture. Difficile parce que c'est exigeant ou difficile parce que c'est physique, où il y a des contraintes fortes ? Très bonne question, les deux. Mais je vous dirais aussi, la problématique, c'est l'envie aussi des jeunes qui souvent ne savent même pas que ce type de métier existe. On a un manque de communication énorme sur les débouchés possibles sur les métiers de la main. Il y a très peu de formations. Les lycées techniques parlent très peu de ces métiers de la main. Et souvent, on les amène directement vers des BTS de commerce, vous voyez, des choses beaucoup plus... qui en fait n'amènent pas au travail de la main et ne valorisent pas suffisamment les arts de la main. Et ça, c'est un vrai manque dans notre pays. Un savoir-faire, ça se paye. Quels sont les salaires de base chez vous en début de carrière pour les métiers dont vous venez de parler ? Alors particulièrement sur ces métiers d'expertise, c'est des métiers qui commencent à 20-30% au-dessus d'un salaire SMIC. Ça forme et ensuite il y a des techniques qui s'apprennent et qui se valorisent à moyen et court terme. Mais nos artisans aujourd'hui peuvent être beaucoup mieux payés. Ça peut être 2 500 € par mois, 3 000 € par mois. Ce sont des choses qui sont très valorisées. Et après, quand vous êtes meilleur ouvrier de France,
pense quand vous êtes maître orfèvre, ce sont des métiers qui peuvent l'être encore plus. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très important, c'est aussi de valoriser par la force du travail et par les salaires. Je dis n'importe quoi, si vous doubliez tous les salaires, est-ce que vous régleriez les problèmes de recrutement ? Écoutez, je ne pense pas, parce qu'on aura toujours cette problématique technique de formation. Mais par contre, de revaloriser les salaires, ça c'est mon combat. Revaloriser les salaires hommes-femmes aussi, à poste équivalent. Gros travail pour moi. C'est pas le cas pour l'instant ? Maintenant, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas. Ouais. Mais c'est très important de valoriser les salaires hommes-femmes. C'est pas le cas dans tous les secteurs, je pense, particulièrement dans les secteurs industriels. Je pense que c'est pas toujours le cas. Chez Christophe, c'est le cas. Willis nous pose une question, vous pose une question sur l'application France Inter, puisque vous avez parlé tout à l'heure de circularité. Avec nous, Émilie Viergue-Medge. Bonjour, puis-je faire réargenter des fourchettes Christophe et pour quel prix ? Oui, vous pouvez tout à fait faire réargenter des fourchettes Christophe. Alors c'est sur devis, il suffit de nous envoyer un échantillon de votre pièce, on va vous donner un devis et en fonction de la qualité de l'argenture, nous pouvons tout à fait réargenter vos pièces et on sera ravis de le faire. Et nous revendons des collections vintage dans nos sites internet et dans nos boutiques parce que justement on croit à cette circularité et on pousse à la réutilisation de produits anciens. J'ai vu que vous l'aviez fait aussi avec Le Bon Coin. Oui, il y a quelques semaines. Exactement. Quelle était l'idée ? L'idée, c'est justement de valoriser les collections anciennes parce qu'on est humblement chez Christophe assez convaincu qu'on ne pourra jamais faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. On œuvre à faire le mieux possible et donc ressortir des collections vintage sublissimes qui parfois ont 150 ans avec une patine magnifique, des collections qui parfois ont même été inspirées par Eugénie Bonaparte ou Napoléon, ne pourront jamais être complètement égalées et donc pourquoi pas revendre des pièces de vintage sublimes. Voilà, il ne faut pas réinventer parfois la roue, comme le dit l'adage. Alors, j'ai d'autres questions, mais il nous reste 1 minute pour parler notamment de cette exposition. Christophe, une histoire brillante, c'est au Musée des Arts Déco à Paris à partir de demain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Des pièces rares ? Vous allez voir un morceau d'histoire de France, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La maison Christophe, 200 ans d'histoire, est probablement la plus belle maison de luxe en France, en tout cas dans le secteur industriel et métallurgique. Il faut absolument voir cette exposition. Vous allez découvrir par exemple que même la bibliothèque du Vatican, qui recueille le traité de l'Immaculée Conception au Vatican à Rome, a été fabriquée par Christophe. Les statues de l'Opéra Garnier à Paris, Harmonie et Poésie, ont été fabriquées par Christophe. Et Notre-Dame de la Garde, par exemple, à Marseille, a été fabriquée par Christophe. Oui, Notre-Dame de la Garde n'est pas marseillaise, mais parisienne. Dernière question plus personnelle, est-ce que l'aligot est meilleur servi dans du Christophe là ? En bonne avoronnaise, je vous répondrai que l'aligot est toujours bon, mais il est évidemment meilleur dans du Christophe. Il est toujours bon, c'est ce que je retiens. Merci d'avoir accepté notre infiniment. invitation aujourd'hui. Émilie Viergue-Medge, présidente de Christophe, 13h45 sur Inter.